Donc, on va directement du coup pouvoir passer au témoignage de Pierre sur son projet de Corpo Working. Et donc, du coup, il va nous expliquer en fait comment il a participé à développer un projet de tiers-lieu en Corpo Working avec les acteurs du territoire. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous présenter le projet en quelques mots? Oui, merci Adeline. Je vois que, et tu n'es pas la seule à accrocher sur le mot corpo working, donc on est en train de changer le nom et il n'est pas beau, c'est un anglicisme. Et voilà, donc du coup, ça va bientôt s'appeler probablement mon bureau près de chez moi, le bureau près de chez moi. D'accord. Pas encore tout à fait sûr de là, mais ça va être plutôt ça et c'est plus effectivement plus représentatif. Donc, le projet, tout à l'heure, je vous l'ai dit, Action Logement, sa préoccupation, c'est le lien emploi-logement, être bien dans son logement pour être bien dans son emploi. Et donc, on a une structure paritaire avec des représentations sur le territoire. Et cette structure paritaire, elle réfléchit aussi sur l'avenir du groupe et les enjeux pour le logement des salariés dans les années à venir. Et donc, le point de départ de notre réflexion sur ce sujet-là, ça a été le développement des accords de télétravail. Bien avant, oui, avant la pandémie et avant le déploiement massif du télétravail, on a commencé à s'intéresser au sujet en se disant, si le télétravail se massifie, se déploie vraiment de manière importante, ça va forcément changer le lien avec son logement. C'est-à-dire qu'on on va pas habiter pareil, puisque aujourd'hui le télétravail se pratique à 98% à domicile. On ne va pas habiter pareil dans son logement, on ne va pas utiliser son logement de la même manière si on y travaille 2 ou 3 jours par semaine de manière récurrente. Donc, du coup, ça peut impacter notre façon de concevoir le logement. Et puis aussi, ça va impacter peut-être l'endroit où on va habiter. C'est-à-dire que si 2, 3 jours, voire 4 jours, voire quelquefois le travail en full remote peut être mis en place, ça veut dire que peut-être on va pouvoir habiter dans d'autres lieux que ceux qu'on occupe actuellement. Et nous avons, nous, contribué à effectivement massifier le logement près des bassins d'emploi. Et peut-être que là, nous avons une occasion de desserrement des métropoles, par exemple. Et comme on est impliqué avec le gouvernement dans les actions cœur de ville, donc Action cœur de ville, c'est la revitalisation des villes moyennes, hein, donc nous, on est impliqué sur le volet logement, on s'est dit, il y a peut-être là une occasion de lier les deux, de lier le logement des salariés, l'emploi des salariés et la revitalisation des villes moyennes. Et donc, en interrogeant les partenaires sociaux qui sont à notre gouvernance, on a vu que le télétravail à domicile n'était pas la panacée. Et on l'a vu avant la pandémie, et puis, bien entendu, on a pu le documenter encore plus après le confinement. Et on a bien vu que le télétravail chez soi, ben, c'est compliqué pour ceux notamment qui n'ont pas la pièce supplémentaire qui va bien. Et donc, pour les partenaires sociaux côté salariés, eh bien, il y a là une aggravation des inégalités sociales. Donc, du coup, c'est bien un sujet d'action logement, c'est bien un sujet important. C'est lié au logement et c'est lié au travail. Et donc, on est parfaitement légitime d'interroger sur ce sujet-là et de voir quel impact on peut atténuer. Du côté entreprise et syndicats salariés patronaux, c'est aussi un souci parce que eh bien, le télétravail à domicile, c'est un télétravail, on ne sait pas dans quelles conditions les salariés exercent ce télétravail, on ne sait pas s'ils sont bien installés, il y a des débats infinis sur qui paie quoi, le double écran, le triple écran, le fauteuil, etc. Donc, du coup, on a bien vu que pour les entreprises, c'était aussi un sujet important. Il y a aussi le management à distance, l'accompagnement au changement des méthodes de travail. Donc, on a bien vu que nos partenaires sociaux, notre gouvernance n'était pas à l'aise avec ce télétravail à domicile. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être pour nous l'occasion, avec les programmes Cœur de Ville, d'inverser le paradigme et de rapprocher le travail du logement, c'est-à-dire créer à proximité du logement des télétravailleurs des espaces dédiés au télétravail des salariés et des espaces qui soient co-conçus par les partenaires sociaux en lien avec le territoire pour avoir vraiment un projet vertueux d'amélioration de la qualité de vie au travail, d'amélioration des conditions de travail en général. Donc, du coup, le projet consiste en la création d'un réseau d'espaces de corpo working, donc corpo working par contraction de corporate et de coworking, qui veut dire que ce sont des espaces qui sont dédiés majoritairement
pour accueillir les télétravailleurs des entreprises qui, 2 ou 3 jours par semaine, vont pouvoir, près de chez eux, avoir un bureau tout à fait installé, et bureau dans lequel, d'ailleurs, le dialogue social va pouvoir se poursuivre, parce qu'à domicile, il existe. D'accord. Alors du coup, on a bien compris quel était le projet et puis même pourquoi il a été mis en place. On a compris quels étaient les enjeux auxquels vous répondez à travers ce projet-là. Et ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de la thématique, c'est de comprendre comment vous avez réussi à mobiliser les différentes parties prenantes autour de ce projet. Alors, les différentes parties prenantes, ça rejoint la question précédente, les enjeux. En fait, il y a des enjeux pour… alors, les parties prenantes, d'abord, quelles sont-elles? Les principales, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais les principales, ce sont les salariés, évidemment, puisque ça les concerne au premier plan. En premier lieu. Ensuite, les entreprises. Et alors, il n'y a pas d'ordre de préséance, hein, les trois sont au même niveau. Et puis, les territoires, on l'a vu dans la revitalisation des territoires. Donc, du coup, je vais les reprendre par typologie. Pour les salariés, comment on a sensibilisé les parties prenantes? C'est facile avec notamment les syndicats salariés que nous avons à notre gouvernance. Et puis, on a l'habitude d'aller, Action Logement est très proche des entreprises. On fait dans les entreprises des permanences, des webinaires depuis le confinement. On intervient à la fois auprès des directions des ressources humaines, mais aussi auprès des salariés eux-mêmes pour leur proposer des aides, des produits et des services. Donc, du coup, on est capable de les interpeller aussi sur ce sujet-là. Et donc, on a bien vu que sur la partie salariée, il y avait des enjeux qui étaient très variés. Premier enjeu, la qualité de vie au travail. Quand on travaille chez soi et qu'on n'est pas bien installé, on travaille dans le salon, on travaille dans la chambre des enfants, on est mal assis, on n'a pas une bonne connexion, enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures, et puis ça a été très documenté, donc vraiment c'est la qualité de vie au travail, quand on le fait chez soi, il n'y a que ceux qui sont vraiment bien installés qui peuvent vraiment en profiter. Donc du coup, il y a ce sujet-là. Il y a aussi un sujet environnemental et qui rejoint la qualité de vie au travail, c'est que tous les matins, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui prennent la voiture, qui vont rejoindre leur lieu de travail, qui mettent 1 heure, qui sont englués dans les bouchons du périphérique, enfin, des différentes agglomérations. Donc, du coup, en leur créant ces espaces-là, on leur libère 1h30, 2 heures de vie par jour. Et puis, d'un point de vue environnemental, on économise des dizaines de milliers de kilomètres parcourus. Et au prix où est le gasoil, enfin où est l'essence aujourd'hui, évidemment, ça fait aussi partie du pouvoir d'achat des salariés qui retrouvent là à la fois 2 heures de vie supplémentaires par jour, qui retrouvent une économie importante de pouvoir d'achat parce que ils ont des économies importantes de carburant et puis d'amortissement, et puis de voitures, et puis etc. Et puis, ils peuvent vivre dans des endroits où l'immobilier est un peu moins cher, ils peuvent avoir une vie de famille élargie. Et notre idée, c'est pour les salariés de transformer les 2 heures de vie qu'ils gagnent par jour, ou l'heure et demie de vie qu'ils gagnent par jour, en une nouvelle expérience de travail, avec une expérience de travail renouvelée, mais aussi une expérience de vie tout court dans leur bassin, à l'endroit où ils habitent, dans leur petit village, dans leur petite ville. Donc, du coup, il y a un enjeu de qualité de vie globale et d'aménagement du territoire lié à tout ça, puisque si on parle des parties prenantes territoriales, pour la région Occitanie, par exemple, c'est un enjeu majeur de réaménagement des territoires, de desserrement de la métropole au profit des villes moyennes, et ça répond quelque part au malaise qu'on a senti dans le mouvement des Gilets jaunes aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui a un retentissement sociétal. Vraiment, on en est convaincu. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'entreprise. Évidemment, l'entreprise est aussi une partie prenante qui a des enjeux importants. L'enjeu de l'entreprise, le premier, c'est qu'on voit bien que le monde change et que le rapport au travail a changé fondamentalement, et notamment chez les jeunes, à l'issue de la pandémie, du confinement, on a bien vu que ce rapport au travail était profondément renouvelé. Et donc, pour les entreprises, et notamment dans leur dimension d'attractivité par rapport aux nouveaux talents, il y a un sujet d'attractivité. Une entreprise qui propose l'accès aux gens qui postulent, l'accès à des lieux qui leur permettent d'exercer 2-3 jours par semaine ce travail dans un lieu parfaitement
équipés, extrêmement vertueux en termes d'animation, de coopération, d'interactivité, eh bien, c'est un facteur d'attractivité pour le recrutement. Et désormais, les DRH nous disent, quand je reçois des candidats, le salaire est la deuxième question et la pratique du télétravail et comment on le pratique, c'est la première. Du coup, il y a un vrai enjeu d'attractivité. Il y a un vrai enjeu aussi de qualité de vie au travail et évidemment de relations sociales. Il y a un enjeu de productivité et de renouveler les schémas. Et puis, il y a un enjeu aussi immobilier. Aujourd'hui, 30% des bureaux au siège des entreprises, entre le télétravail, les RTT, les congés, etc., il y a 30 bureaux, il y a 30% des bureaux qui sont inoccupés. Quand on va dans les entreprises, on le voit, il y a plein de bureaux qui sont vides, alors qu'ils sont chauffés, éclairés. Donc, du coup, il y a un vrai enjeu à la fois d'optimisation de l'immobilier entreprise entre le siège et les lieux éventuellement distanciels. Et puis, il y a un enjeu environnemental. On réduit l'empreinte carbone si on réduit les bureaux. On réduit l'empreinte carbone si on réduit les déplacements des salariés. Donc, du coup, vraiment, ces enjeux-là permettent de mobiliser toutes les parties prenantes. Pour ce qui concerne les territoires, il y a la revitalisation des territoires, il y a le desserrement métropolitain, et puis après, il y a la revitalisation de tout le territoire. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, mais finalement, tous les territoires vont nous accueillir avec bienveillance, forcément, parce qu'on apporte un projet économique. Mais au final, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment discuter avec eux pour pas que ça percute leur projet de développement local, mais au contraire que ça le vivifie, que ça le fertilise. Et donc, c'est pour ça que le sujet avec l'UFC est super important. J'anticipe la question suivante un peu, mais voilà, le sujet, c'est vraiment de travailler avec les collectivités pour l'installation de ces lieux. Et du coup, tu nous expliquais effectivement que l'économie de la fonctionnalité a permis d'aller encore plus loin dans ce que vous aviez imaginé du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail pourquoi elle a permis d'aller plus loin? C'était la continuité de ce que je disais, c'est que quand on a commencé à avoir des collectivités, notre idée, j'ai oublié de dire, mais notre idée, c'est évidemment, pour des raisons environnementales, mais aussi d'agrément du lieu et d'adhésion de la population, l'idée, c'est pas de construire des espaces de corpo-working. L'idée, c'est de réutiliser, de réemployer des bâtiments existants, des friches industrielles. Donc, parmi les projets que nous avons actuellement en gestation, il y a une ancienne conserverie de foie gras, il y a une ancienne imprimerie, il y a un ancien couvent, il y a une ancienne cave coopérative viticole, j'en oublie, mais voilà, vous voyez, c'est très, très varié. Et l'idée, c'est de reconvertir un bâtiment qui a eu une histoire dans la collectivité, dans le lieu dans le territoire où il se trouve, et, si possible, le plus proche du centre-ville, pour que les interactions entre le lieu et la commune et la collectivité puissent être maximales. Et donc, on est arrivé avec ce projet-là. On a vu qu'il y avait évidemment des problématiques très différentes en fonction des collectivités, qu'il y avait des postures très différentes. Et on s'est dit, pour les convaincre et pour les faire adhérer au sujet, évidemment, il faut qu'on aille plus loin sur les interactions positives que va avoir ce lieu avec le territoire. Et aller plus loin, ça veut dire, au lieu de monter le projet en réfléchissant uniquement au projet immobilier et vis-à-vis des deux parties prenantes, entreprises et salariés, il faut préparer le plus possible l'interaction avec le territoire. Et donc, c'est à peu près le moment où on a adhéré à Coopter, et c'est bien l'objet du projet Coopter qu'on mène avec Florence et avec Didier, c'est de préparer avec la collectivité les interactions et de les favoriser, d'arriver à ce que le jour où le lieu va ouvrir, tout soit préparé pour tout ce qu'on a pu identifier comme interaction positive. Et puis, on est sûr que d'autres vont arriver qu'on n'a pas inattendus, qui vont se produire au fur et à mesure des choses. Donc, ça impacte le tissu associatif, bien entendu. On travaille avec toutes les associations. Ça fertilise le tissu associatif. Ça fertilise la vie citoyenne. Il est certain que des gens qui vont vivre sur place vont certainement s'impliquer dans la vie de la commune. Ça fertilise l'immobilier résidentiel, ça fertilise le commerce, évidemment, la restauration, tout ce qu'on peut imaginer qui va permettre à une ville moyenne de retrouver une vie harmonieuse, agréable, etc. Et il faut aussi que les gens, que la population se l'approprie
Et le fait de faire revivre un lieu qui a eu une histoire dans le village, ça fait partie du sujet. Par exemple, le premier projet, Comtesse du Barry, c'est une usine de foie gras dans laquelle tous les gens de la commune ont un parent au moins qui a travaillé. Et donc l'idée, c'est que la population nous fasse parvenir des témoignages, des photos, des documents qui ont trait à ce passé de l'entreprise quand elle faisait du foie gras. Et dans les salles de convivialité, on aura une fresque temporelle qui retracera l'histoire de ce lieu. Donc du coup, il y a aussi une adhésion de la population qui va pouvoir aussi se servir hors des horaires de travail d'un certain nombre de ces équipements pour peut-être faire de l'initiation à l'informatique pour les personnes âgées, pour toutes sortes d'usages. Florence les citerait bien mieux que moi parce qu'il y en a des dizaines qu'on a explorées et on continue ce travail. Et de la même manière, dans une autre ville, à Saverdun, dans l'Ariège, où on ne peut pas établir un modèle aussi important que celui qu'on fait à Gilmont dans l'usine de foie gras, on est en train d'explorer avec l'UFC un lieu hybride où il n'y aura pas que les télétravailleurs des entreprises, mais il y aura une complémentarité avec d'autres acteurs associatifs, coworking classiques pour les travailleurs indépendants, etc. Peut-être un Fab Lab, peut-être d'autres choses comme ça, qui font que ce projet-là, il est aussi le ferment de projets qui viennent s'agglomérer, et donc c'est très vertueux pour l'ensemble de la collectivité. Et donc, du coup, ce qu'on voit, en fait, c'est que grâce à ce projet-là, on a réussi à créer une dynamique territoriale importante voilà, et à faire vivre des cœurs de ville grâce à l'implantation du tiers-lieu. En fait, ça crée tout un écosystème dynamique, une économie locale importante. C'est clair. Alors, je crois que la mesure de ces impacts, elle se voit. On a fait une visite récemment de l'usine de foie gras là, qui est en cours de travaux. Il y avait une cinquantaine de personnes, un peu plus peut-être, de tout type, des associations, des entreprises, des salariés, la région, etc. Et c'était frappant de voir l'enthousiasme de tout le monde sur le sujet. On ne trouve personne qui n'est pas emballé par le sujet parce que tout le monde y a intérêt, vous l'avez vu, toutes les parties prenantes sont gagnantes. Et c'est un projet qui est extrêmement coopératif. Je crois qu'on a un tableau des partenaires de ce projet et il a une centaine de lignes. Ça veut dire qu'il y a une centaine de structures associatives, collectivités, entreprises, partenaires techniques, exploitants de lieux, etc. Il y a une centaine de partenaires qui tournent autour de ce projet, rien que sur l'Occitanie. Donc ça veut dire qu'on est en train de le déployer au niveau national et il y a des enjeux qui sont très, très importants. Ok, super. Et ben une dernière chose pour tous les participants aujourd'hui. S'il y a un enseignement que vous tirez de la mise en place de ce projet, lequel serait-il que vous puissiez partager à tout le monde et qui puisse être utile? Je trouve que le projet qu'on mène, et notamment dans sa dimension avec le projet Coopter, c'est qu'il faut essayer de penser hors de la boîte. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas ce projet-là si on n'avait pas essayé de se dire, voilà, on est pris par notre quotidien, mais là, on va réfléchir dans un autre domaine, dans une autre façon de réfléchir, et on s'entoure de plein de gens qui fertilisent cette réflexion et qui nous amènent à avoir un objet qui est un ovni dans la production d'Action Logement et dans sa façon de procéder habituelle. Mais c'est un ovni qui a beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, voilà, c'est penser à côté, essayer de s'entourer de gens pour essayer de renouveler des modèles peut-être vieillissants et qui ont plus court aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage complet. Et du coup, maintenant, on a un temps d'échange et de questions-réponses par rapport à l'intervention de Pierre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on va peut-être reprendre des questions du chat s'il y en a, voilà, pour que Pierre puisse répondre à vos interrogations. N'hésitez pas, profitez-en. Je vais reprendre les questions du chat, Adeline. Donc, Pierre, il y a Stéphane Beton qui demande au fait quels sont les bénéfices supplémentaires par rapport à un espace de coworking. En fait, c'est de comprendre la différence entre le coworking, le corpo-working, et il y a également Magali qui met en avant une initiative qu'il y a sur les Pays de la Loire, qui est le travail rapproché, où au fait il y a des entreprises
d'entreprises qui mettent à disposition leur bureau pour justement faciliter pas du télétravail, mais du travail rapproché de son lieu de vie. Tout à fait. Donc, du coup, effectivement, c'est une excellente question. On l'a appelé corpo working pour le différencier du coworking. Et donc, quand on a commencé le projet, on a interrogé les entreprises parce qu'évidemment, on savait qu'il y avait des espaces de coworking qui existaient. Et on s'est dit, mais c'est peut-être pas la peine de réinventer la poudre et les entreprises peuvent tout à fait s'en saisir. Donc, on est allé voir ces espaces de coworking et à 98%, alors je dis 98, je ne sais pas si c'est peut-être 97 ou 90 ou plus que ça, peu importe, mais très, très majoritairement, les espaces de coworking, notamment quand ils sont à l'extérieur donc des métropoles, mais à l'intérieur aussi, ce sont des gens, des indépendants. C'est-à-dire, on trouve dans ces lieux des auto-entrepreneurs, des startups, des gens qui paient leur propre place, donc qui choisissent le lieu. Et donc, du coup, c'est eux qui choisissent aussi les conditions de travail dans lesquelles ils vont être. Mais donc, c'est beaucoup de travailleurs indépendants et on trouve, mais vraiment de manière infime, des télétravailleurs d'entreprises importantes auxquelles leur entreprise paie la place dans le coworking. Alors, ça peut arriver plutôt dans des TPE où le rapport avec le dirigeant d'entreprise est très, très court, très rapproché. Donc, ça peut arriver que dans une TPE, une personne dise, bon, écoute, à son patron, je viens tous les jours, c'est intolérable, j'ai un espace de coworking à côté de chez moi, est-ce que tu ne peux pas me payer une place? Et le patron dit, bon, ok, je te paye 2 jours de coworking, et puis voilà, ça peut te rendre service, il n'y a pas de problème. Ça vaut pour une TPE, mais dans une grande entreprise qui négocie des accords de télétravail, ce n'est pas possible de procéder comme ça. Et donc, les entreprises nous ont dit, on a de grosses difficultés pour se saisir de tous les espaces de coworking qui existent. Alors, d'abord, parce qu'ils sont extrêmement hétérogènes. Il y en a des petits, des moyens, il y en a qui sont équipés de bureaux avec une machine à café, il y en a qui ont une imprimante, il y en a qui n'en ont pas, il y en a la cybersécurité, on ne sait pas trop ce que c'est. Le dialogue social, il n'est pas du tout prévu à l'intérieur, donc il n'y a rien qui est prévu là-dessus. Donc, ces espaces-là, ils peuvent être ils sont très utiles pour les travailleurs indépendants, etc., parce que ça socialise et c'est très, très bien. Donc, on n'est pas du tout concurrent des espaces de coworking. On est très complémentaires. Et donc, du coup, les entreprises disent, mais nous, ce qui nous va pas, c'est que, voilà, on ne peut pas s'en saisir. Et en plus, on ne peut pas s'en saisir parce que comme ils sont tous différents, il y en a une multitude. Donc déjà, d'un point de vue pratique, pour contracter avec 50 ou 60 ou 100 lieux différents, parce que mes salariés ils habitent partout autour de Toulouse, c'est compliqué, je ne peux pas le faire. Ça demanderait une énergie de facturation considérable. Et en plus, j'aurais une inégalité de traitement de mes salariés parce qu'ils seraient accueillis à tel endroit avec plutôt un grand niveau d'équipement, etc. Puis à un autre endroit, beaucoup moins d'équipement. Donc, ça ne va pas. Nous, ce qu'il nous faudrait, et c'est pour ça qu'on a commencé à se lancer là-dedans, c'est un espace qui serait co-conçu avec les partenaires sociaux, les entreprises, les ergonomes, etc., dans lequel on aurait une très haute qualité servicielle et dans lequel on aurait un réseau qu'on pourrait, en un seul point, auquel on pourrait adhérer en un seul point et qui nous permettrait, avec un seul contrat, une seule centrale de réservation, d'avoir un réseau d'espaces qui soit labellisé Corpo Working et dans lequel on s'assure que les standards de l'entreprise sont respectés en termes de qualité de vie au travail, des standards de chaises, de bureaux, de cybersécurité, mais bien plus que ça, hein, voilà. Que ce soit des lieux encore plus attractifs pour favoriser notre attractivité vis-à-vis des jeunes talents, que ça soit situé près de nos bassins d'emploi, de nos bassins de résidence des salariés. Donc, ils nous ont fourni, en respectant totalement le RGPD, le lieu de résidence de leurs télétravailleurs potentiels, ce qui fait que ça nous permet d'implanter les lieux à 15 minutes, qui est la zone de chalandise, des gros potentiels de télétravailleurs. Et donc, du coup, voilà, la différence, c'est que c'est un projet co-conçu par les partenaires sociaux, les entreprises, pour les télétravailleurs des entreprises. Marginalement, d'ailleurs, on a quand même prévu des espaces de coworking. S'il n'y a pas de coworking dans la commune, on peut imaginer que 10, 20, 30% du lieu puissent bénéficier aussi à des coworkers. Mais voilà, la différence entre corpo et coworking, c'est ça.
Ok, merci Pierre. Alors, merci beaucoup pour cette explication détaillée. Au fait, il y a d'autres questions aussi, mais comme je sais qu'il y a un temps, Adeline, donc je vais essayer de résumer. Il y a une question d'Alexandre qui demande il y a une action ou un lien avec le travailleur handicapé. Ça, c'est la première question. Et il y a une autre question également. Est-ce qu'il y a une évaluation des conditions de travail à domicile pour savoir s'il est éligible au fait justement à ce corpo working? Est-ce qu'il y a des conditions d'accès au fait, ou est-ce qu'il y aurait des conditions d'accès dans ce futur lieu? Alors, pour ce qui est du handicap, bien entendu, les lieux seront non handicapés. Enfin, voilà, il n'y a D'accord. aucun souci là-dessus, bien entendu. Ça fait partie de l'engagement des entreprises. Ensuite, pour les conditions d'éligibilité, en fait, les conditions d'éligibilité sont les conditions d'éligibilité au télétravail négociées dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on prend Airbus, ils ont un accord de télétravail qu'ils sont en train de renégocier et dans lequel ce sujet-là est abordé. Il faut que ce sujet-là fasse partie des négociations d'accord de télétravail. Et il faut que l'idée, enfin, ce qu'on fait actuellement avec les partenaires sociaux, c'est d'introduire ce sujet-là dans la négociation comme une corde supplémentaire à la négociation de télétravail pour améliorer les conditions de la pratique de ce télétravail de préférence au domicile. Ça ne remplace pas le télétravail à domicile, mais c'est une autre voie qu'on propose aux salariés. Donc, du coup, les salariés qui sont éligibles au télétravail du fait de l'accord de télétravail de l'entreprise, si l'entreprise décide de prendre des postes dans tel ou tel lieu et de réserver des postes dans ces lieux-là, eh bien, le salarié peut, à sa convenance, ce n'est pas obligatoire, hein, il peut, à sa convenance, faire tous ses jours de télétravail dans le lieu qui est proche de chez lui, ou faire un jour chez lui, un jour dans ce lieu, en fonction des tâches qu'il a à accomplir, ou il peut le faire une semaine et pas une autre. Enfin, voilà, c'est tout à fait… les modes d'abonnement sont très libres. Il ne s'agit pas de créer un nouvel établissement des entreprises. Hein. C'est un lieu inter-entreprise où les salariés de différentes entreprises viennent travailler. Il peut y avoir à l'intérieur des espaces privatifs. On a des entreprises avec des niveaux de confidentialité importants qui nous disent « Moi, je veux bien que mes salariés, enfin, je souhaite que mes salariés viennent travailler dans des lieux comme ça, près de chez eux, mais j'aurais besoin d'un espace privatif avec badge d'accès, etc., pour que mes salariés travaillent dans un environnement sécurisé, qu'entre midi et deux, leurs ordinateurs restent allumés, mais que personne ne puisse venir. Là, donc, du coup, il y a des espaces qui peuvent être privatisés, mais il y a les salles de réunion, les lieux de convivialité, etc., qui sont mutualisés.